Bonjour tout le monde, cette semaine au Guide de l'auto, on vous présente le Honda Passport Trail Sport, un véhicule aux prétentions aventurières mais construit sur un châssis monocoque d'utilitaire urbain. Est-ce que ceci fait de lui un véhicule à la fois solide dans les sentiers et agréable au quotidien ou est-ce un véhicule rempli de compromis? Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille métropolitain recommandée par CA Québec. Alors, on est vraiment en terrain connu, non seulement pour ce qui est du design, mais aussi pour ce qui est de la mécanique. Oui, on réinvente pas le bouton à 4 trous ici parce que, tu vois, c'est le même V6 que le Pilote. 3,5 litres, 285 chevaux, 262 livres-pieds de couple, 10 vitesses automatiques. Et pour moi, cette transmission-là, c'est peut-être le point faible du véhicule. Pas dans la mesure où c'est une transmission qui est efficace pour le rendement énergétique, mais ça chasse souvent l'économie. C'est ça, ouais. Et à un moment donné, des fois, tu as besoin d'avoir une rétrogradation plus rapide et ça le fait pas, même en mode sport. Et là, je veux que tu me parles des modes de conduite parce qu'il y en a 7 au total et on sait que les acheteurs de passeports vont tous les utiliser. Oui, effectivement. Donc, il y a normal, il y a économie, il y a sport, évidemment, il y a sentier, Sable. on a neige, sable. En fait, bref, il y en a 7 au total. Et on se demande vraiment si l'acheteur typique Ah, attends un petit peu. va s'en servir. Ah, là, tu vois, je suis dans la roche présentement. Oui, il faudrait changer tout de de mode. Là, je suis de retour sur l'asphalte. Ouais, on c'est change ça. de mode. Oui, mais en mode économie, peut-être, parce qu'on roule pas trop vite. Ah, c'est ça, exactement. OK, d'accord. Fait que c'est des modes qu'on a créés parce qu'on pouvait faire des reprogrammations et parce que la concurrence là, mais en vérité, qui va utiliser ça? Exact. Tu sais, moi, je préfère beaucoup des systèmes plus simples. Comme par exemple, tu sais, chez Mazda, ils ont un mode off-road. Ouais. Et tu te mets juste en mode, dans ce mode-là et le système va lui-même se calibrer en fonction du degré d'adhérence de la surface sur laquelle tu roules. C'est tellement plus simple de cette façon-là parce que là, maintenant, ici, faut que et on le sait, là, quand tu roules, souvent les conditions vont changer sur une route de campagne, peu importe, ce genre de choses, surtout en hiver, au printemps, etc. Donc là, de tout le temps jouer avec ces modes de conduite pour s'assurer que tu sois dans le pont, c'est un peu lassant. Il faut aussi mentionner que on a une boîte automatique à 10 rapports avec un mode sport sur la transmission, en plus du mode sport de conduite. Et ça fait juste étirer les rapports, mais ça ne la rend pas plus rapide quand tu as besoin de rétrograder. Fait que c'est un autre élément qu'on n'utilisera à peu près jamais dans le contexte d'une conduite au quotidien. Mais pour le reste, tu sais, il y a quand même une bonne capacité de remorquage sur ce véhicule-là. 5000 livres, c'est plus que certains véhicules concurrents là, quand on le regarde de près. Et puis, au niveau du comportement routier, bon, évidemment, on a des pneus qui sont adaptés pour la conduite en route, plus ou moins, là. Mais c'est pas tellement plus bruyant que des pneus conventionnels. C'est des General Grabber qu'on met sur ce véhicule-là, genre de 18 pouces. Mais le niveau sonore là, est pas tellement plus bruyant. C'est sûr qu'à vitesse d'autoroute, après 2 heures, là, on s'en ressent peut-être un peu plus. Mais ce que j'ai remarqué, moi, pour faire de l'autoroute, j'ai fait un Montréal-Québec aller-retour avec ce véhicule-là spécifiquement. Et c'est pas le véhicule le mieux insonorisé de son segment. Il y a des bruits de vent, il y a des bruits de route qui ne sont pas causés par les pneus, mais par le fait que l'insonorisation n'est pas optimale. C'est la même chose avec le Pilote, d'ailleurs. Alors, pour ceux qui sont sensibles à ça, je vous dirais que c'est peut-être pas le véhicule numéro 1 à sélectionner parce que on entend quand même la route un peu et je pense qu'Honda aurait pu se forcer un peu plus à ce niveau-là. Le truc que j'aime bien, par contre, c'est que c'est un véhicule de compromis, là, le Passport. Il faut être honnête. Là, ce n'est pas un Toyota 4Runner sur châssis à échelle, mais qui utilise un 4Runner pour ça, pourquoi il a vraiment été construit? Alors, je trouve que dans 98 des situations, les gens vont être mieux servis par un produit comme celui-là, qui utilise une structure monocoque, qui est plus confortable, qui est plus facile à conduire, qui est plus spacieux aussi, alors que dans certaines situations où là, tu es vraiment en contexte de conduite hors route, où tu empruntes des sentiers qui sont vraiment, vraiment difficiles à travailler, bien là, un 4Runner va faire un meilleur travail. Bien, justement, tu parlais de l'espace qu'il y a ici. C'est vrai que c'est un habitat qui est très spacieux. Beaucoup d'espace de dégagement pour les jambes à l'arrière, un grand volume de chargement aussi.
dans la soute, des surfaces en caoutchouc là, qui sont faciles à nettoyer. Même chose pour ce qui est de l'intérieur ici aussi, les tapis et même les surfaces de cuir sont faciles à nettoyer. L'équipement est quand même relativement complet aussi. Siège chauffant, siège ventilé et tout. On est dans la version Touring, cependant, fait que c'est une petite option à 3 500 $. Ça te donne siège ventilé à l'avant, siège chauffant à l'arrière, du cuir véritable. Tu vas avoir un meilleur système audio Bose à 12 haut-parleurs qui n'est pas particulièrement impressionnant, mais qui l'est plus que celui du modèle TraceSport régulier. Alors, c'est un point qu'il faut considérer. Puis honnêtement, rendu là, je pense que la majorité des gens vont prendre le modèle Touring parce que le coût supplémentaire n'est pas beaucoup plus élevé. Et ce qu'on obtient pour le supplément, ça vaut la peine de façon générale. On va récupérer nos billes de toute façon à la revente si jamais on décide d'acheter ce véhicule-là. Mais c'est un véhicule qui brille par sa polyvalence. Tu sais, moi, c'est ce que je retiens. L'aménagement intérieur, le dégagement, le nombre d'espaces de rangement. Évidemment que le coffre, quand on rabat les sièges à plat, c'est 2356 litres de volume cargo pour un 2 rangées. C'est très, très, très impressionnant. C'est beaucoup plus d'espace que ce que vous allez retrouver dans un Atlas CrossSport, dans un Toyota 4Runner, par exemple. Alors, je pense que c'est un bel avantage de ce côté-là. Un design qui est quand même, somme toute, très conventionnel. Puis si on compare avec le pilote, on s'aperçoit que c'est presque du copier-coller à quelques détails près. Tiens, justement, ton interrupteur de mode de conduite ici, il est orange. Oui. Ça met beaucoup de piquant dans l'équation, tu sais. C'est ça qui ferait en sorte que moi, je l'achèterais. Ça et les surpiqûres orange à l'intérieur qui viennent complètement modifier l'apparence de l'habitacle. Non, on blague, là, honnêtement. On est allé avec quelques petits détails, mais sinon, c'est du noir et c'est un peu générique. Et je pense qu'Honda aurait pu un peu se forcer. Mais la vérité, c'est qu'on a développé un passeport basé sur le pilote et on a réussi quand même à changer le caractère et la vocation du véhicule, alors qu'avec la précédente génération, c'était beaucoup moins évident. Et puis, il faut souligner un truc aussi, c'est que la consommation de carburant, elle va se situer en moyenne autour de 11 litres au 100. Sur l'autoroute, on peut se tenir sous la barre des 10 litres avec un moteur à 6 cylindres atmosphériques qui roule à l'essence régulière. Alors, pour moi, je vois ça un peu comme un avantage par rapport à un 4 cylindres turbo-compressé qui va demander un peu plus d'entretien à long terme, qui va être plus sonore, alors qu'ici, on a une belle souplesse, on a un silence de roulement, mais encore une fois, il y a peut-être que la transmission qui déçoit un peu. Et l'autre truc dont il faut parler, c'est évidemment le rouage intégral. C'est de série et c'est un système qu'on va aussi retrouver chez Acura. C'est pas à 100% identique avec ce qu'on retrouve, par exemple, sur un MDX, mais il y a quand même un vecteur de couple sur l'essieu arrière et ça permet d'optimiser la tenue de route, l'efficacité de la traction en virage ou sur des surfaces qui sont inégales. C'est un très, très bel avantage par rapport à d'autres véhicules en compétition. Et là, je pense encore au Volkswagen Atlas CrossSport, voire même au Nissan Murano. Là, on est qui ont des systèmes beaucoup plus simplistes que celui-là. Exactement. Oui, tout à fait. En conduite de route, c'est pas un véhicule qui est aussi compétent qu'un Toyota 4Runner, par exemple. Mais tout de même, on a évidemment les pneus qui sont adaptés. On a quand même des plaques de protection sous le véhicule. Et comme tu le disais tantôt, pour 98% des gens, ça va faire amplement de travail pour ce genre de conduite-là, surtout si elle n'est pas trop extrême. Ici, ce que je me plais à dire, c'est que les compromis sont un avantage, ce qui est rare dans l'industrie automobile. Tu roules beaucoup? Sache qu'il existe des garanties prolongées avec des kilométrages illimités. Idéal pour les grands voyageurs, et ça, c'est de la tranquillité d'esprit. Jesse, tous les Honda Passport sont livrés avec des jantes de 18 pouces et des pneus tout-terrain. Est-ce que ça engendre des compromis? Et s'il y en a, est-ce qu'il y a des solutions pour les régler? Bien, dans le cas du Passport, une bonne partie de l'image aventurière du véhicule passe par ces pneus-là. C'est pas le seul de sa gang. Il y a d'autres modèles qui suivent le même chemin. Puis effectivement, ça va imposer des compromis pour les gens qui vont pas plus loin qu'au chalet quelques fois par année. Mais le reste du temps, ils vont rouler avec des pneus qui vont être un peu plus bruyants que la normale, qui vont faire consommer peut-être un peu plus d'essence, qui vont relâcher le comportement routier aussi.
La bonne nouvelle, c'est qu'au moment de remplacer ces pneus-là, on n'est pas obligé de reprendre des pneus tout-terrain. Vérification faite, il existe plusieurs séries spécifiquement pour le Passport de pneus de tourisme, de VUS, qui feraient l'affaire et souvent pour moins cher. Puis le reste de l'image aventurière va quand même passer là, grâce au style du véhicule, les logos, les boucliers plus proéminents. Et si on veut regarder un petit peu du côté champ gauche, mais on peut peut-être penser à un Honda Pilot. Donc, si on ne tient pas mordicus à cette image aventurière-là, on a grosso modo le même véhicule côté mécanique, avec encore plus d'espace, plus pratique. Et dans certains cas, version pour version, le Pilote coûte moins cher. Donc, pour en savoir plus, on peut consulter un agent des services conseils en mobilité de CAA Québec qui va pouvoir faire le ménage pour le choix des pneus et pour le choix des véhicules. Pour vrai, Mathieu, là, ça fait 2 semaines que je conduis le Passport. À chaque fois que j'éteins le véhicule et que je le redémarre, il me faut déconnecter mon téléphone, réappareiller le tout. Évidemment, tu ne peux pas faire ça en mouvement, donc il faut que tu sois immobile. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système d'infodivertissement, à moins que ce soit un code 13. Là. Ouais, je sens beaucoup de retenue, Antoine. C'est très beau ce que tu fais. Effectivement, il y a l'air d'avoir un accrochage, là, on dirait, entre le téléphone et le système d'exploitation. Est-ce qu'on a appairé trop de téléphones? Je t'ai bien vu aller là, puis effectivement, pour avoir le Apple CarPlay sur ce système d'infodivertissement, pas évident. Pas évident. Ça prend une mise à jour info-nuagique. Aussi. Et espérons qu'on va la faire rapidement parce que vraiment, il y a un glitch ici. Bon, c'est un système, c'est un environnement Google. Là. Oui, mais normalement, ça ne cause pas de problème. On l'a fait des dizaines et des centaines de fois, des appareillages, et ça ne devrait pas causer de problème. On n'est pas noyé par la techno, là, ici, il faut le dire. C'est pas le but de l'exercice, je pense pas. Non, bien écoute, à part peut-être le Trail Watch, qui est quand même une option intéressante où on active les caméras avant lorsqu'on est en mode sentier et qu'on fait du hors-route. Moi, permets-moi de te dire que le Trail Watch va surtout servir à voir les bandes de ciment dans le stationnement au centre d'achat. Oui. Parce que les gens qui vont acheter ça n'iront pas nécessairement jouer hors des sentiers battus très souvent, mais on aime ça l'appeler Trail Watch pour te faire croire que tu peux grimper l'Everest. Ben, exact. Mais c'est souvent comme ça aussi avec les fameux SUV qu'on dit hors sentier là, ou hors route. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on n'est pas noyé par la technologie, Honda a des centres de recherche et de développement vraiment intéressants, des choses qu'on ne voit pas nécessairement venir. Quand tu penses à Passport et que tu pars avec ton passeport, tu pars aussi avec ta valise. Micro-mobilité. Honda est là-dedans avec la Moto Compacto. T'as vu le concept? Oui. Une toute petite moto électrique. Évidemment, vous ne serez pas soufflé par la performance de tout ça, mais pour aller faire le dernier ou le premier kilomètre pour pouvoir vous rendre à votre destination, ça peut être un mode de transport plutôt ludique et intéressant. Je l'ai essayé, j'ai quand même eu du plaisir. Et là, demande-moi pas comment j'ai fait pour mettre la main là-dessus. C'est pas en vente au Canada parce qu'on a toutes sortes de lois et de règles assez particulières en matière de motorisation 2 roues électriques. C'est pas la question que je t'aurais posée. La question que je t'aurais posée, c'est comment tu as fait pour t'asseoir là-dessus? Oui, non, c'est ça. C'est très petit. Assoyez-vous, c'est une valise de bonne taille, puis c'est à peu près le genre de confort que vous allez avoir. Mais au-delà de ça, et plus sérieusement, chez Honda, on travaille aussi à développer de nouvelles pièces automobiles, comme tous les constructeurs. Et on utilise des imprimantes 3D, et non pas pour faire un prototype en plastique, mais en métal. On imprime des pièces en métal, ce qui est quand même assez rare. J'ai déjà vu ce genre de technologie-là. On a une espèce de poussière métallique, voire des billes métalliques, et avec un laser, on est capable de recréer les pièces. C'est vrai pour des pièces automobiles, mais demain, tu vas vouloir te refaire faire la hanche. On va pouvoir exactement faire une prothèse adaptée à, par exemple, la symétrie de ton autre hanche. Es-tu en train de me dire qu'à un moment donné, à l'hospice, je vais être en train de jaser avec mes coéquipiers en leur disant « Moi, là, j'ai une hanche Honda. » Exactement, imprimé par Honda. Honda fait aussi dans la livraison, et ça, on n'en entend pas parler, un peu comme la compagnie Starship, des espèces de glacières sur roues qui peuvent être, bien sûr, refroidissantes ou encore chauffantes. Et c'est des espèces de petits robots qui peuvent faire des livraisons sur de courtes distances. Vous allez commander quelque chose avec votre téléphone, vous allez débarrer cette fameuse glacière ou ce petit robot, prendre votre bien, vous serez facturé et le tour est joué. Honda, c'est d'abord et avant tout aussi, originalement, des
moto. C'est un peu comme ça qu'ils se sont fait connaître au début de la compagnie. Encore aujourd'hui, ils essaient d'innover en matière de motorisation 2 roues. Et il y a un Riding Assist. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ça. Ça, c'est intéressant. Hey, écoute, la moto, même si tu arrêtes et que tu ne sors pas le pied pour justement garder ton équilibre, la moto va rester elle-même en équilibre. Se stabiliser automatiquement à l'arrêt. Et même des fois, lors de certains impacts, elle est capable de retrouver son ballon, donc évite la projection comme ça du conducteur. Je trouve ça franchement intéressant. Et encore une fois, c'est développé chez Honda. On travaille sur des drones aquatiques aussi. On entend souvent parler des drones, mais aquatiques avec des espèces de bras. Regarde, on les voit bien. Et pour faire comme ça des réparations sous-marines sur des plateformes ou encore sur d'immenses embarcations, des bateaux de croisière, ça peut être fort intéressant. Donc Honda, même si dans leur voiture, des fois, on n'est pas ébahi par la technologie, bien, continue de travailler très fort en matière de recherche et développement. Il faudrait surtout faire en sorte qu'on puisse appareiller notre téléphone avant de commencer à vendre des glacières roulantes ou des trucs du genre. Parce que, permets-moi de te dire que ça fonctionne toujours pas. Je compatis avec toi, Antoine. Espace cargo pratique, approuvé par Patrick Morin. Si on parle de prix, le Honda Passport Trail Sport se décline en 4 versions allant de 60 013 à 64 763 transport et préparation inclus. Le modèle à l'essai aujourd'hui est un Touring, donc mieux équipé, mais sans l'ensemble noir qui fait monter la facture à 63 863 Le modèle que vous voyez avec sa couleur orange crépuscule à 300 vous reviendra environ à 1 150 par mois, taxes incluses en location 48 mois, avec 20 000 km par année à un taux de 6,99 En financement 72 mois, on parle plutôt d'environ 1 220 par mois, avec un taux légèrement inférieur à 6,59 Côté valeur de revente, l'ancienne génération affichait déjà une excellente stabilité sur le marché de l'occasion, comme bien des modèles Honda et Toyota, et ce, malgré une technologie vieillissante et un style plutôt discret. On peut donc croire que le nouveau modèle, beaucoup plus attrayant visuellement et mieux équipé, va suivre la même tendance et s'avérera un bon achat à long terme. Comme tous les nouveaux véhicules, il faut simplement garder en tête que la première année de production peut parfois amener quelques problèmes de jeunesse avant que la fiabilité se stabilise avec les années. Comment conserver son véhicule plus longtemps? Respectez le calendrier d'entretien et faites réparer les bris rapidement. Lavez et cirez régulièrement votre véhicule, faites faire un traitement anti-rouille chaque année et adoptez l'éco-conduite, accélération graduelle et freinage en douceur. Bon les gars, est-ce qu'on pense que le Honda Passport Trail Sport, c'est un véhicule qui offre le meilleur des deux mondes ou c'est un véhicule rempli de compromis? Moi, je dirais que c'est plus du côté du meilleur des deux mondes, parce que si on le compare au pilote sur lequel il est basé, on s'aperçoit qu'on a fait juste assez de modifications et le bon type de modifications pour rendre ce véhicule-là intéressant. On n'est pas allé véritablement dans le côté aventurier, hors route, pur et dur. On a quand même gardé un véhicule dont l'enveloppe globale se prête bien à la conduite à la fois sur route que pour la conduite hors route. Bon, évidemment, il n'y a rien de parfait là-dedans. Des pneus qui sont peut-être un peu bruyants sur autoroute, une transmission qui chasse souvent le bon rapport. Mais dans l'ensemble, moi, je dirais que c'est un produit qui est très concluant et qui est bien adapté à la réalité du marché actuel. Bien, il faut se poser la question à savoir ce que font les gens avec ce genre de produit-là. Tu achètes un 4Runner, c'est clair que tu vas te faire brasser. C'est pas un véhicule qui est aussi polyvalent, qui est aussi confortable. Oui, tu as des avantages côté conduite hors route, mais à quel point vas-tu l'utiliser sur une base quotidienne, voire mensuelle? Et c'est là qu'entre en ligne de compte un Passport qui va se débrouiller un peu mieux en situation de hors-route qu'un véhicule comme un Nissan Murano, par exemple, mais qui va quand même t'offrir tout le confort, l'espace, la polyvalence dont tu as besoin pour une utilisation quotidienne et familiale. Et effectivement, en ce sens, je seconde avec Gabriel, je dis c'est un véhicule qui offre le meilleur des deux mondes. J'aime le moteur à 6 cylindres aussi. C'est pas une mécanique compliquée, c'est une mécanique fiable que tu vas entretenir à coût minimal sur un très long terme. Tu sais que c'est un véhicule de qualité. Effectivement que la transmission, c'est laborieux. On aurait donc aimé ça, avoir une boîte qui répond plus efficacement, mais c'est le coût pour avoir un rendement énergétique qui est raisonnable. Et c'est ça le vrai compromis en ce qui me concerne sur le Passport, parce que sinon, c'est une super machine. Il
faut le mentionner aussi, la commercialisation du Passport se fait complètement différemment chez nous. C'est seulement le Trail Sport. Ouais. Aux États-Unis, on a d'autres variantes, certaines plus abordables. Donc, j'ai trouvé ça le fun qu'au Canada, on choisisse cette variante-là. Et comme tu le dis, sans pousser nécessairement avec des équipements extraordinaires, parce qu'on connaît le Passport pour un véhicule qui est très polyvalent dans la vie de tous les jours. On a gardé l'espace à l'arrière, on a gardé les technologies à l'intérieur. C'est pas très avancé comme technologie, Non. mais ça fait la job, là, comme on peut dire. Et puis, beaucoup d'espace pour la famille. Un confort de roulement que moi, j'ai trouvé un petit peu bruyant là, à cause de l'insonorisation dans le véhicule, mais ce n'est pas autant de compromis que dans d'autres modèles où est-ce qu'on va plus loin dans les caractéristiques en route. Et pour ça, je trouve que le Honda Passport, même dans sa variante Trail Sport qu'on a au Canada, est un bon achat. Pour ton verdict, Gabriel? Moi, je dirais un pouce en l'air pour ce véhicule-là. Ce ne serait pas nécessairement mon premier choix dans ce créneau-là, mais c'est un véhicule qui, comme tu le disais tantôt, fait très bien le travail. Antoine? Une bonne valeur, un véhicule qui, oui, n'est pas donné, mais qui va déprécier que peu. Alors, le coût de revient à long terme n'est pas si élevé que ça. Tu sais que ça va être fiable, ça va être efficace, que ça va être polyvalent. Et si jamais tu te tannes, tu vas pouvoir le revendre facilement. Il n'y a pas de gros handicap sur ce véhicule-là. Puis en ce sens, bien, c'est un go. Mais moi, j'y vais dans le même sens que vous. Hein. J'aime cette mécanique-là. C'est fiable. C'est un véhicule que j'ai pas peur d'acheter. Et j'aime le confort, en gros, et l'espace. Puis en plus, je le trouve vraiment plus beau que les autres véhicules dans le segment. Donc, c'est 2 pouces en l'air. La semaine prochaine, au Guide de l'auto, on s'en va jouer dans la neige à Mécaglisse.